Je viens d'écouter une émission sur France Culture concernant la nostalgie, notamment la nostalgie des empires en ce qui concerne la Russie et aussi en ce qui concerne la Turquie. Ce qu'on appelle d'ailleurs curieusement aujourd'hui le soft power. Et effectivement, d'une certaine manière, la notion d'empire, puisque c'est de cela dont il s'agira finalement, est moins contraignante pour les populations que la notion de nation. Dans une nation, il y a un modèle unique en quelque sorte. Et on vous réfère à ce modèle unique et tout le monde doit se conformer à ce modèle unique. Ce que Mélenchon appelle la machine à fabriquer une sorte de personnage à peu près unique. Le modèle républicain, enfin bon, peu importe comment il l'appelle. Et je crois que la notion d'empire doit être dédiabolisée et démystifiée. Et on s'aperçoit en fait compte que les nations, ce qu'on appelle les nations, ne sont souvent qu'une fragmentation de l'impérialité. Je rappelle aussi que le mot empire n'a pas forcément été employé et que sous le nom de royaume, ou même de république d'ailleurs, on a affaire à des empires, ou en tout cas à des matrices impériales. Prenons même le cas de l'histoire d'Israël. À la mort de Salomon, les tribus du Nord se révoltent et font sécession en quelque sorte avec les tribus de Juda et de Benjamin qui s'organisent autour de Jérusalem. Et elles réclament, en tout cas c'est ce que disent les documents qui sont véhiculés dans l'Ancien Testament, elles réclament une amélioration de leur statut, ces populations du Nord. Ce qui veut bien dire qu'elles ne se sentaient pas, de toute façon, au même niveau que les populations du Sud, et qu'elles avaient reconnu au Sud une certaine forme de domination qui était tolérable jusqu'à un certain point. Et lorsque Roboam les envoie promener, en quelque sorte, en en affirmant que leurs revendications, il n'avait pas du tout l'intention de les entendre, elles ont dit, mais écoutez, tant pis pour vous, nous n'avons rien à faire avec la maison de David. Ce qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Ça veut bien dire que on avait bien affaire à un empire, en fait. Cet empire s'est disloqué. Bon. Et alors, évidemment, curieusement, il a été rétabli, si on peut dire, sous l'Empire ottoman, quelque part, mais surtout avec le mandat britannique, où il n'y a plus qu'un seul et même ensemble, dans les années 1920, mais pas pour très longtemps, puisque en 1947, ce que d'aucuns ont applaudi, à mon avis, un peu rapidement, a été voté la partition de cette Palestine, qui s'étendait du Jourdain à la Méditerranée, mais qui, au début du mandat britannique, comportait aussi l'autre rive du Jourdain, ce qui a d'ailleurs donné naissance à la Jordanie, au royaume de Jordanie. Et, par conséquent, nous avons là affaire aussi à un problème impérial. Et en 1967, la guerre des 6 jours a rétabli les frontières de cet empire de Salomon, en quelque sorte. Même si, effectivement, comme on l'a dit, il y avait la partie au-delà du Jourdain, la Transjordanie. Et l'État d'Israël
Alors, avant la création de l'État d'Israël, avant 47-48, les Britanniques avaient un empire, et cette Palestine faisait partie intégrante de cet empire. Donc cette Palestine, elle se situait au sein d'une problématique impériale qui faisait que les choses étaient à peu près supportables pour les différentes composantes. Car le contexte d'empire rend la cohabitation, paradoxalement, entre les différentes entités beaucoup plus supportable que le processus national. Je crois que c'est pas compliqué à comprendre, ne serait-ce que par la diversité religieuse, la diversité linguistique, etc. etc. Et donc en 47-48, on a bradé cette problématique impériale au profit d'un nationalisme qu'on croyait heureux et judicieux, et qui aboutit à une partition de facto, en fait, entre les parties de la Palestine à dominante arabe, arabo-musulmane, les parties de la Palestine, qui à l'époque étaient à dominante juive. La guerre de 67 donc a modifié les choses, mais Israël n'avait pas à sa disposition un modèle impérial viable. Ça faisait pas partie de sa culture, si on peut dire, la culture herzlienne. Et pourtant, Herzl lui-même avait certainement compris que son projet d'État juif ne pouvait que s'inscrire au sein d'une structure impériale beaucoup plus large. Bon. Alors, il aurait fallu, au lendemain de 67, il aurait fallu entrer dans une démarche beaucoup plus fédérale que ça n'a été le cas. Ça a été le grand échec idéologique de l'État d'Israël, de l'État sioniste. Donc, il paye les frais jusqu'à ce jour. Parce que la notion de nation a une viabilité très relative. Bien sûr qu'elle peut fabriquer une identité, mais dans le cas d'Israël, c'était quasiment inconcevable. Et aucune des parties n'avait l'intention de... On veut dire que les musulmans ne pouvaient pas entrer dans cette machine à fabriquer un Israélien qui aurait été aussi bien musulman que chrétien. Quoique, il y avait aussi la machine... Il y avait la machine parlementaire, il y avait la machine militaire. Tout ça n'a pas bien fonctionné par rapport à cet objectif. Oui, donc ce que je veux dire par là, c'est que la problématique impériale est extrêmement heureuse, et à mon avis, elle va marquer très fortement le XXIe siècle, notamment à ce que croient certaines personnes qui croient que l'Empire appartient à des vieilles mines du passé. Pas du tout. Et comme je disais tout à l'heure, la plupart des empires ont donné naissance, ont été démultipliés, divisés, notamment par le colonialisme, par les rivalités entre puissances coloniales. C'est le cas en Afrique, c'est le cas au Moyen-Orient, entre la France et l'Angleterre notamment, il faut même le dire. Alors, j'ai écouté par exemple cette émission consacrée notamment à Poutine, et il est clair que, par exemple, on nous parlait de 1910, de l'anniversaire de la révolution de 1917, et on disait que ça posait des tas de problèmes. Est-ce que c'était celle de février, celle d'octobre, est-ce que c'était aussi le fait de regretter la disparition du tsarisme, etc., etc. Et la réponse a été que, en fin de compte, Poutine laisserait chacun célébrer les choses comme il l'entendait. Voilà, il n'y aurait pas une réponse uniforme, unique. Ceux qui voulaient regretter le tsarisme le feraient, ceux qui préféraient la révolution de 17, de février, le feraient, etc., etc. Et ça me paraît extrêmement positif. La diversité, c'est une sagesse impériale. Et Poutine a parfaitement compris cela. De même que la langue, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas un véritable ferment national, elle peut aussi servir un projet impérial.
Car le fait de parler une langue ne veut pas dire grand-chose, finalement. N'est pas un gage d'unité de pensée. C'est vraiment ce que certains croient. Et inversement, on peut très bien ne pas parler la même langue et faire partie d'une même structure. Alors, comme vous le savez, je m'intéresse beaucoup à la question de la France. Et pour moi, la France a une vocation, un avenir, un destin impérial évident, au moins aussi évident que la Turquie ou que la Russie. Et elle a ses propres atouts. Et en fin de compte, la question qui se pose, c'est de savoir quels sont les atouts des différentes entités par rapport au schéma impérial. Quels sont les atouts de l'Angleterre, quels sont les atouts de la France, quels sont les atouts de la Turquie, de la Russie, etc. etc. Et je crois que c'est cela dont il s'agit. C'est un problème géopolitique. Et en ce sens-là, par exemple, ce matin, parce que je reste sur cette émission, les immigrés étaient considérés en Russie comme n'étant pas un problème. Car ils venaient en Russie et ils pouvaient en repartir. Et en repartant, ils allaient véhiculer des valeurs propres à la Russie. Et la France devrait savoir qu'il en est de même. L'immigration est à double tranchant. Elle peut aussi être une présence étrangère en France, mais à un moment donné, c'est une présence française à l'étranger. Et c'est ça aussi la logique impériale, le soft power. Donc je crois qu'il y a un déficit idéologique concernant la notion d'empire. Il y a une surreprésentation de la nation. Et tout ça, c'est un grand déséquilibre. C'est-à-dire que les gens sont formés à la problématique nationale et ils sont désinformés par rapport à la problématique impériale. Et ça crée des erreurs d'analyse regrettables, considérables. La France, je l'ai déjà dit, a un empire, a un destin, un passé impérial remarquable. Mais ce n'est pas de la nostalgie, c'est aussi le futur. Parce que, contrairement à ce que certains croient, cette espèce de conception brutale que demain, que le passé est passé, c'est complètement ridicule. Le passé survit largement. Et croire qu'on peut évacuer les racines, ça, il faut le réserver au Front National et aux assimilationnistes de gauche et de droite, qui croient qu'on va pouvoir entrer dans le moule national et tous devenir semblables en abandonnant le passé des uns et des autres. L'Empire n'est pas cela du tout. L'Empire, ce n'est pas le schéma national, le schéma unitaire. Au contraire, la diversité à la fois spatiale et temporelle. Donc il faut qu'on s'apprivoise, qu'on se familiarise avec la notion d'empire, qui est beaucoup moins pénible qu'on pourrait le croire, beaucoup moins pesante qu'on pourrait le croire. Et la laïcité même est une notion qui est complètement inhérente à la notion d'empire, contrairement à celle de nation d'ailleurs, entre parenthèses. Parce qu'un nationalisme à outrance, en quoi est-il laïque, étant donné qu'il y a une sorte de modèle unique, tant religieux que linguistique et autres, qui s'impose, on ne voit pas très bien. Alors, donc là, il y a, je l'ai déjà dit, le XXIe siècle le voit comme le siècle des empires, alors que le XXe siècle aurait été le siècle des nations. Le siècle des empires, avec un certain nombre d'empires, outre la Turquie et la Russie, il y a bien entendu les grands empires européens du passé, mais qui n'ont pas disparu, puisque leurs marques, leurs empreintes, ne serait-ce que linguistiques, est majeure, que sont les empires du sud de l'Europe, le Portugal et l'Espagne, les empires ibériques. Et puis l'empire, alors
du nord de l'Europe qui serait, avec trois pôles, la France, l'Angleterre et les Pays-Bas. Bon. La France et l'Angleterre ayant constitué, la France et les Pays-Bas ayant constitué en 1957. Donc ça sera, on fêtera le 60e anniversaire l'année prochaine, enfin dans quelques jours, traité de Rome, avec les 6 premiers pays qui comportaient notamment la France et le Benelux, non pas la Belgique avec le Congo belge qui a été illustré d'ailleurs par Tintin au Congo. Et donc, et puis on a effectivement ces pays du Nord qui ont notamment conquis, d'ailleurs c'est assez intéressant, parce que les pays du Nord de l'Europe ont marqué surtout l'Amérique du Nord, les pays du Sud de l'Europe ont marqué surtout l'Amérique du Sud. C'est pas complètement par hasard. Bon, c'est amusant, puisque l'Amérique du Nord est marquée par la France et l'Angleterre, mais aussi par les Pays-Bas, puisque les Pays-Bas, la Nouvelle-Amsterdam, c'est l'ancien nom de New York, et avec Peter Stuyvesant, etc. Bon, donc il y a là des empires, et alors finalement, l'Union européenne, on ne sait pas très bien ce qu'elle peut devenir là-dedans. J'y crois pas trop, finalement. Je crois plutôt à l'émergence impériale. Et ce qu'on appelle l'Union européenne, ce sont finalement des pays qui sont plus ou moins sous la domination de certains empires. Alors, on a le cas de l'Allemagne, qui est un cas, à mon avis, tout à fait particulier. Et à mon avis, l'Union européenne ne fait sens que par rapport à l'Allemagne, en fait. L'Allemagne, dont on connaît l'influence, d'ailleurs le plus grand pays d'Europe, territorialement, mais qui n'a pas eu de façade atlantique, qui n'a pas eu un grand destin colonial. Et donc l'Union européenne, à mon avis, son destin est lié complètement à celui de l'Allemagne, réunifié. Mais le Brexit n'est que le point de départ d'un processus impérial, en fait, qui va atteindre certainement l'Espagne et la France, pour différentes raisons. Voilà donc cette notion d'empire. Alors peut-être que le mot n'est pas très heureux parce qu'il fait penser à impérialisme, etc., ou néo-impérialisme, à colonialisme. Voilà encore un mot, colonialisme, qui est un mot très mal perçu. Je crois qu'il y a un problème de reformulation des contenus de ces termes, à moins d'en inventer d'autres, moi je ne sais pas. Mais je crois beaucoup que l'empire est un gage de paix. Un gage de paix, un gage de multidiversité, de multiculturalité. On pense évidemment à l'Autriche-Hongrie, le grand, voilà, un empire qui n'a pas pu survivre à la Première Guerre mondiale et qui avait son intérêt. D'ailleurs, Herzl est né à Budapest et a vécu à Vienne. Herzl, donc le grand sioniste, et qui a écrit l'État juif, et à mon avis, il était marqué par ce monde austro-hongrois. Il pensait qu'on aurait un État juif également dans un contexte impérial. Rappelons d'ailleurs aussi que le Birobidjan, par exemple, dans le monde de l'Union soviétique, était voué à accueillir les juifs, etc. Bon, peu importe. Mais on sait que la dislocation de l'Empire austro-hongrois a certainement été une des causes de la Seconde Guerre mondiale, et aussi qu'elle a aussi conduit l'URSS à envahir et à s'approprier une partie de l'Europe jusqu'en 1989, etc. Donc, on connaît le débat avec de Hitler sur les Sudètes, etc. On connaît le problème de la Tchécoslovaquie, etc. Bon, qui a abouti d'ailleurs aujourd'hui à une division en deux. Enfin, il y a dans l'histoire de l'Europe une culture impériale qui est évidente et qui est effectivement incarnée par l'Autriche-Hongrie, d'une certaine manière. L'Autriche-Hongrie qui est une sorte de précurseur, en quelque sorte, de l'Union européenne. Voilà, je voulais terminer par cet hommage.